Madame, monsieur, bonsoir. Comme chaque semaine, place à la récap de l'actualité. Voici ce qu'il ne fallait pas rater ces 7 derniers jours. 2 semaines que ça dure, les salariés de Transaglo restent mobilisés et le réseau de bus du centre est toujours paralysé. Leur revendication est claire, une harmonisation des salaires avec Martinique Transport, mais les négociations n'avancent pas et ce sont les usagers qui paient le prix fort. Reportage d'Hélène Sérignac. Une gare routière quasi déserte. Depuis 2 semaines, le secteur centre est paralysé par une énième grève des transports, laissant les usagers sans solution. Si je veux descendre à Fort-de-France, je ne peux pas descendre parce que c'est devenu encore pire. C'est malheureux. C'est pas comme ça il fallait vivre comme ça. On ne vit pas. La Martinique devient plus en plus mal. Oui, il y a TSP, c'est comme on dit, mais pour descendre, pour arriver chez nous à la campagne, qu'est-ce qui va nous déposer? C'est malheureux, il y a un tas de choses à réfléchir. Une situation récurrente ces dernières années qui pousse l'Association des usagers des transports de Martinique à monter au créneau. Dans une lettre destinée à Martinique Transport, l'association met en demeure l'organisme de mettre en place un service minimum et une meilleure communication pour informer les utilisateurs du réseau. Nous avons envoyé à plusieurs reprises des courriers à Martinique Transport par lettre recommandée, par mail. Nous n'avons aucune réponse à ce jour. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons fait parvenir un courrier vraiment assez choc afin de les faire bouger parce que ce n'est plus possible et ce qui va nous amener, sans réponse de leur part, à faire un référé parce que c'est plus possible. Derrière ce conflit, des salariés d'entreprises du transport du secteur centre, dans leur dépôt, ils continuent de résister. Selon eux, les engagements pris par leur direction et Martinique Transport ne sont pas respectés. Depuis plusieurs années, ils dénoncent les différences de salaire appliquées au sein des entreprises d'un même réseau, mais n'obtiennent toujours pas satisfaction. Nous sommes toujours mobilisés, étant donné que nous avons eu une rencontre la semaine dernière avec l'employeur ainsi que l'inspection du travail. Dans laquelle justement notre employeur il reste toujours sur les 3% d'augmentation, ce qui représente une augmentation de 68 € à peu près en brut. Donc nous disons que non, nous ne sommes pas d'accord et en plus de ça, concernant les représailles, nous n'avons toujours pas trouvé d'accord. Les salariés espèrent une reprise des négociations avec la direction de Transaglo et Martinique Transport. L'association des usagers des transports de Martinique pourrait organiser une manifestation. La violence armée ne faiblit pas en Martinique. 3 fusillades en un seul week-end la semaine dernière au Lamentin, à Fort-de-France et au Diamant. Des faits qui se sont succédés entre samedi et dimanche et qui alimentent une inquiétude grandissante sur le territoire. On fait le point. Les coups de feu se sont multipliés ce week-end sur le territoire. En moins de 48 heures, 3 fusillades ont été signalées sur l'île. Premier épisode samedi vers 18 h à Carrère, au Lamentin. Selon plusieurs témoignages, 4 hommes circulant en scooter ouvrent le feu à plusieurs reprises. 3 personnes sont visées, 2 femmes et un homme d'une vingtaine d'années. Ils avaient, semble-t-il, rendez-vous pour une transaction autour d'un 2 roues. Par chance, personne n'est blessé. Une enquête est ouverte pour tenter d'identifier les tireurs. Dimanche soir, cette fois, c'est à Dillon, à Fort-de-France. Là encore, des coups de feu sont signalés. Les tireurs présumés circuleraient eux aussi en scooter et seraient cagoulés. Aucune victime n'est à déplorer. La plupart des fois, les fusillades qui se passent en Martinique, que ce soit des règlements de compte ou alors des braquages. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Donc, dès qu'on a cerné la chose, on sait que c'est un braquage ou bien on sait que c'est un règlement de compte, eh bien, l'enquête ne peut que s'accélérer. Et si les gens parlent, si les gens disent ce qu'ils voient rapidement, ou ne cachent pas aussi les auteurs, parce que des fois, ils savent qui c'est qui est auteur de quoi, mais eux-mêmes qui dénoncent, qui critiquent, cachent les gens et les aident à s'échapper, à éviter la justice. Mais le fait le plus grave du week-end se déroule samedi soir au Diamant. Il est un peu plus de 20h40 lorsque plusieurs détonations sont entendues près de la plage de Haut-Mulane. Les secours interviennent rapidement. 4 personnes sont blessées par balle. Selon les premiers éléments, 3 d'entre elles seraient des victimes collatérales. Les blessés sont ensuite évacués vers l'hôpital Pierre Zobda Kitman. Le pronostic vital de la victime la plus gravement touchée était engagé. C'est partout, c'est toute la Martinique, je dirais même toute la France qui est dans cet état.
et qu'il n'y a rien qui change dans le procédé, qu'il y ait peu de personnes, que c'est à la campagne, que ce soit en secteur gendarme ou police, c'est toujours dans la France, c'est toujours dans la Martinique et c'est toujours les mêmes chansons. C'est soit règlement de compte, ce soit peut-être un braquage et autres, mais c'est toujours dans la violence. Il n'y a rien qui se passe maintenant en Martinique sans violence. Maintenant, les gens, même pour faire l'essence la nuit dans les stations automatisées, c'est un risque. Même pour aller enlever de l'argent au distributeur, c'est un risque. Police et gendarmerie ont ouvert plusieurs enquêtes pour tenter d'identifier les auteurs de ces tirs et leurs circonstances. On poursuit avec une avancée majeure pour la Martinique au Sénat. Les parlementaires ont adopté un projet de loi très attendu sur le territoire. L'Assemblée de Martinique pourra désormais légiférer elle-même en matière d'énergie, d'eau et d'assainissement. Un pas décisif vers la création d'une autorité unique de l'eau. Écoutez les interventions de la ministre de l'Outre-mer, Naïma Mouchou, et de la sénatrice Catherine Conconne. Une autorité unique de l'eau s'avère légitime et permettra d'optimiser les résultats attendus d'une politique publique vitale. Un consensus local très fort a ouvert la possibilité d'harmoniser la production, les coûts, la distribution sur un territoire d'à peine 1100 km², en lieu et place d'un maquis impénétrable pour l'usager et les élus. Les capacités d'investissement s'en trouveraient facilitées. Et à terme, on peut imaginer un tarif unique sur l'ensemble du territoire. Cette demande a fait l'objet d'une délibération votée à l'unanimité en séance plénière de la CTM en juillet 2024 et qui est restée très longtemps lettre morte. À la lumière de ces procédures complexes, il apparaît qu'une fois de plus, concilier droit à la différence et égalité de droit mérite une nécessaire évolution. Par ces habilitations, le gouvernement souhaite laisser l'Assemblée de Martinique construire, avec les acteurs locaux concernés, l'organisation de ces services publics dans un esprit de confiance. Le présent projet de loi habilite l'Assemblée de Martinique à créer une autorité unique pour l'exercice de ses compétences. Cette rationalisation de la gouvernance doit permettre de sécuriser les approvisionnements en eau, de moderniser des réseaux qui sont parfois vétustes dans un territoire, nous le savons, confronté à des épisodes de sécheresse réguliers et qui est exposé au dérèglement climatique. Cela doit également faciliter la mise en place des investissements et la mutualisation des ressources au service de l'amélioration durable du service rendu aux Martiniquais. Et vous le savez, désormais, le prix des carburants affiche de nouveaux tarifs à la pompe. C'est le gasoil qui prend le plus cher, 1,95 € le litre. Tous les usagers de la route sont concernés, mais certains professionnels redoutent particulièrement l'impact sur leur activité. Dorian Cahuela fait le point. Dans le détail, le gasoil atteint désormais 1,95 € le litre, en hausse de 31 centimes. Le samplon suit la même tendance avec un prix fixé à 1,86 € le litre, soit 17 centimes de plus. De carburant en hausse avec des conséquences directes sur le quotidien, mais surtout sur l'activité économique. Dans la pêche, chaque sortie en mer a un coût et il augmente immédiatement. Le carburant représente une part majeure des dépenses des marins-pêcheurs. À terme, cela pourrait entraîner une réduction des sorties ou une hausse des prix de poissons sur les étals. Même pression dans le monde agricole, tracteurs, engins de récolte, transport des productions, toute la chaîne repose sur le diesel. Pour les exploitants, cette hausse vient alourdir les coûts de production. Les filières comme la canne, le maraîchage ou l'élevage sont particulièrement exposées, avec un risque de répercussion sur le prix des produits locaux. Face à cette situation, l'État déploie un plan de soutien. Les entreprises du transport routier les plus en difficulté pourront bénéficier d'une aide exceptionnelle, estimée à 50 millions d'euros. Concrètement, il s'agit d'un soutien équivalent à 20 centimes par litre, accessible via un guichet dédié pour le mois d'avril. Mais le dispositif ne s'arrête pas là. Il s'étend aussi aux secteurs directement touchés, comme la pêche et l'agriculture, avec des mesures de trésorerie, report de cotisations sociales sans pénalité, étalement des échéances fiscales et mise en place de prêts Boost Carburant via BPI France, pouvant atteindre jusqu'à 50 000 € sur une durée de 1 à 3 ans. Des aides bienvenues, mais qui restent temporaires face à une réalité durable. En Martinique, la dépendance au carburant rend chaque hausse particulièrement sensible, et c'est toute l'économie locale qui en ressent les secousses. On en parlait il y a quelques instants. Le Sénat a adopté cette semaine un projet de loi ouvrant la voie à une autorité unique de l'eau sur le territoire. L'Assemblée de Martinique pourra fixer ses propres règles en matière d'énergie, d'eau et d'assainissement. Si la majorité des élus y est favorable, le transfert de compétences vers la CTM divise. Hélène Sérignac nous explique pourquoi.
Un grand pas vers la création d'une autorité unique pour la gestion de l'eau en Martinique. Pour le président du conseil exécutif, le projet de loi habilitant l'Assemblée de Martinique à fixer ses propres règles en matière d'eau, d'assainissement et d'énergie adopté ce 31 mars pourrait améliorer la gestion de ce service. On pourra en Martinique ne pas attendre qu'il y ait une respiration parisienne pour qu'on puisse régler les problèmes, les régler nous-mêmes Bocaï. Bon. Ici en Martinique, par la loi et les règlements. Ça va nous permettre d'avoir une seule autorité qui va structurer la politique, la stratégie et l'organisation de la politique de production, de protection, de valorisation, de distribution de l'eau. Ça va nous permettre aussi d'avoir un prix unique de production de l'eau. Parce qu'on a une disparité des outils avec des propriétaires différents et on a plusieurs prix de production de l'eau. Et ça va nous permettre d'avoir un prix unique de vente de l'eau. Le projet d'une autorité unique pour la gestion de l'eau semble faire l'unanimité, mais pas le mode de gouvernance. Certains élus montent au créneau. Ils ne souhaitent pas que cette compétence des communes soit transférée à la CTM. Nous pouvons mettre en place cette autorité unique de manière très simple. Il suffit que les 3 présidents de PCI, et c'est le cas, le veuillent, et on créera un syndicat mixte, qui va gérer sous une seule autorité l'eau. Cette autorité doit être une autorité qui émane des maires, qui émane des EPCI, et non pas qui soit centralisée, hyper centralisée, d'autant pour ne rien vous cacher que je ne crois pas beaucoup à la manière de gérer de cette collectivité qu'est la CTM, qui a démontré, ne serait-ce que dans le domaine des transports, que ça n'est pas une réussite. Au sein de la population aussi, la nouvelle suscite de vives réactions. Je dis qu'il y a trop de prestataires pour la seule Martinique. Et en principe, avec un prestataire, autrefois, ça fonctionnait beaucoup bien, beaucoup mieux. Alors ça peut varier, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose, mais tout dépend de ceux qui sont à la tête déjà, qui est vu de la gestion. Donc si la gestion est bonne, elle peut continuer ainsi, mais vu l'état actuel, donc c'est mieux de laisser comme cela. Je pense qu'il devait y avoir un seul prix pour l'eau en Martinique. Malgré ce vote, le processus législatif n'est pas encore terminé. Le texte doit désormais être examiné par l'Assemblée nationale. Et on y revient, la grève des salariés de Transaglo entre dans sa 3e semaine. Le réseau de bus du centre reste fortement perturbé et la colère des usagers monte. Face aux nombreuses réactions politiques, les grévistes ont pris la parole mercredi matin en conférence de presse. Leur message est clair, ils veulent voir Martinique Transport s'asseoir à la table des négociations. Les détails face à la caméra d'Hélène Sérignac. Et surtout pour faire savoir à Martinique Transport qu'on aimerait bien qu'ils viennent sur la table. Et aussi par rapport à tout ce qui se dit nous concernant. Parce qu'en fait, nous avons eu beaucoup de critiques et maintenant des politiques qui prennent aussi place en disant aussi que nous avons commencé la grève le 16 alors que c'était le 17 que nous avons commencé la grève. Donc en fait, on voudrait aussi dire aux usagers que nos parents, nos enfants, on a de la famille qui prennent aussi les transports et que malheureusement, eux aussi, ils sont dans l'embarras, ils ne peuvent pas prendre les transports. Mais quand on va vers eux et qu'on leur explique un petit peu ce qui se passe, là, ils comprennent un petit peu pourquoi nous sommes dans ce combat, pourquoi nous luttons. Nous avons signé un protocole qui n'a pas été respecté dans sa totalité et aussi que sur le réseau, nous faisons quand même le même travail et nous n'avons pas le même salaire. Il y a beaucoup de disparités. Cela fait des années qu'ils parlent de convention collective. Personne ne met en place cette convention collective, au moins une convention collective martiniquaise, parce que tout le monde parle aussi de service minimum, mais tant qu'il n'y aura pas d'accord respecté, on ne pourra pas mettre en place de service minimum. Et restons sur le sujet du carburant, mais avec le sourire. Plus 17 centimes sur le samplon, plus 31 centimes sur le gasoil. Une addition salée pour les Martiniquais. Bonne nouvelle, toutefois, la collectivité territoriale annonce une aide exceptionnelle de 20 € pour tous les usagers. On vous laisse savourer. Reportage de Dorian Cayuela. C'est officiel, la CTM engage une aide de 20 € par mois pour tous les automobilistes. Elle entre en vigueur dès le 1er avril. Réservée aux résidents disposant d'un véhicule à leur nom, la demande doit se faire en ligne à partir d'aujourd'hui. Nous sommes allés à votre rencontre pour recueillir vos réactions. C'est déjà un atout convenable, hein. Ça n'est rien, c'est déjà un geste commercial pour le peuple. C'est déjà quelque chose de bien. Mais bon, pour devoir voir la suite, c'est suffisant.
si les choses vont persévérer aussi. Concernant les modalités d'encaissement, ce pompiste explique le procédé. Une fois arrivé à la pompe, vous nous poserez ce chèque avec le numéro du chèque. On va le faire rentrer sous le TPE et ça nous fera une réduction de moins 20 € sur votre paiement. Une réduction de 20 € non négligeable pour certains automobilistes, mais pour d'autres, la vigilance est de mise. Aide carburant, déjà, ouais, bon. Aide e-carburant, peut-être, on peut voir ça comme ça, @collectivité-martinique.mq. En tout cas, c'est super bien fait, ça c'est sûr. Et après, bon, il n'est pas dit pour le numéro de série du chèque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sais pas si j'aurais pensé à regarder, franchement. En fait, c'est pas tant être averti, mais prendre ses précautions. Le type d'information que l'on retrouve souvent sur Internet et qui se révèle parfois être fausse. Pour lever les incohérences, cet expert nous révèle les bons gestes à adopter face aux fake news. Premier conseil, c'est que si ça génère de l'émotion, il faut prendre du recul, ne pas repartager, se calmer. Si ça vous rend heureux, si ça vous rend fâché, etc., c'est qu'on joue sur vos émotions, on veut que vous réagissiez. La deuxième chose, c'est quoi la source? Ici, je vois que c'est la collectivité, donc je vais peut-être me dire, est-ce que je peux essayer de contacter la collectivité pour savoir si ça vient bien d'elle? Troisième chose, croiser les sources. Est-ce qu'il y a d'autres sources qui parlent de cela? Voilà, s'il n'y a qu'une seule source, s'il n'y a pas plus de sources, alors là, c'est aussi le risque que ça soit vraiment quelque chose qui soit fake. Faut vraiment faire attention, mais avec ces 3 conseils, normalement, les citoyens vont pouvoir s'en sortir. Vous l'aurez compris, notre rédaction a monté de toutes pièces ce reportage, ainsi que les documents présentés. En ce 1er avril, nos équipes voulaient vous prévenir face au risque de la désinformation et de l'intelligence artificielle. Et après ce poisson d'avril, direction le tribunal de Fort-de-France. La cour d'assises a rendu son verdict. Etienne Pécus a été reconnu coupable du meurtre de Giovanni Famibel, commis en août 2021 à Saint-Pierre. Au terme de 3 jours d'audience, le quadragénaire a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Le compte-rendu de notre rédaction. Et le verdict est tombé ici, devant la cour d'assises de Fort-de-France. Etienne Pécus est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Giovanni Famibel, commis à Saint-Pierre en 2021. La décision a été prise après 2 heures. Pendant ces 3 jours de procès, la cour est longuement revenue sur les circonstances du drame et sur la personnalité de l'accusé. À l'audience, Etienne Pécus a reconnu avoir porté les coups de coutelas tout en expliquant avoir agi par peur. Des explications qui n'ont pas convaincu aujourd'hui les jurés. C'est dans un tribunal presque vide que le verdict est tombé. Après 2 heures de délibéré, les juges et jurés déclarent Etienne Pécus coupable du meurtre de Giovanni Famibel. La décision est prise à la majorité d'au moins 7 voix. L'homme est condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des 2/3. La Cour prononce également plusieurs peines complémentaires. 15 ans d'interdiction de détenir une arme, une interdiction définitive du territoire français et une interdiction de séjour en Martinique pendant 10 ans. Les jurés ont été convaincus par plusieurs éléments, notamment par l'altercation entre les 2 hommes, la victime et l'accusé, et l'utilisation d'un coutelas pour frapper la victime à 3 reprises, une fois de face et 2 fois dans le dos. Pour la Cour, ces éléments caractérisent une intention d'homicide. Pour rappel, Etienne Pécus a reconnu les faits. Il affirme avoir eu peur pour sa vie, mais il a aussi admis que la victime ne représentait finalement aucun danger au moment du coup porté. La Cour a également retenu la gravité du crime et la dangerosité relevée par les experts. Etienne Pécus dispose désormais de 10 jours pour faire appel de cette condamnation. Restons au tribunal avec les magistrats qui ont rejoint les avocats du barreau de Martinique. Ensemble, ils contestent le projet de loi sûre porté par Gérald Darmanin, ce qui cristallise les tensions, l'introduction d'un plaidé coupable en matière criminelle jugé dangereux par les professionnels du droit. Écoutez leurs explications face à notre caméra. Cette loi inique imaginée par Gérald Darmanin, ministre de la Justice, son objectif, c'est de dire que les gens, ce sont des dossiers, ce sont des numéros qu'il faut juger rapidement et qu'il faut oublier que les personnes ont besoin de parler. Dans l'enceinte judiciaire, c'est important que autant l'accusé qui doit répondre à un certain nombre d'actes puisse s'exprimer et peut-être expliquer à la victime qui vient pour savoir ce qui s'est passé, pour comprendre et pour pouvoir avancer. Gérald Darmanin a inventé la CRPC criminelle en disant bon, les crimes les plus graves, on va expédier tout ça parce que ce sont des numéros. On est là pour dire que non, la justice, ce n'est pas ça. C'est surtout pouvoir permettre aux gens d'être jugés correctement,
tant pour les accusés que pour les victimes qui ont aussi droit à la parole. Il faut peut-être se réunir. Moi, je propose un Grenelle de la justice où on cherche des solutions ensemble, mais pas ce passage en force de M. Darmanin qui veut réduire la justice française en une justice américaine où on plaide guilty or not guilty et où les choses se passent avec une vitesse faramineuse, ne respectant ni les droits des accusés ni les droits des victimes. Nous, les magistrats, on va bien entendu continuer à communiquer, à essayer de convaincre, à aller voir les parlementaires pour tenter de leur expliquer qu'il faut voter contre ce projet qui, encore une fois, met à mal l'idée que nous avons tous de la justice. Restons dans l'actualité judiciaire et 4 associations, dont le Comité national pour les réparations et le MIR, ont annoncé déposer plainte. Elles réagissent à l'altercation raciste survenue pendant la campagne électorale à Sainte-Anne. Un élu participant à un convoi sonorisé avait été pris à partie par un résident qui lui aurait craché au visage avant de proférer des insultes racistes. Sandrine Claude recueille les précisions. C'est un acte prémédité. Et ça, c'est grave. Voilà. Cracher, le crachat et le fait qu'on nous traite de traînés. Et je me sens touché dans mes entrailles, comme pratiquement toutes les Martiniquais et au-delà de ça, tous ceux qui sont comme moi. Alors, nous attendons clairement que le parquet et le préfet analysent très sérieusement la gravité de ce qui s'est passé pour prendre leurs responsabilités non pas seulement d'instruire la plainte, de faire en sorte que ça ne se reproduise plus en Martinique. Nous savons que cette personne a déposé plainte, mais manifestement ça ne bouge pas au niveau du parquet. Il n'y a aucune communication sur cette question qui concerne l'ensemble des Martiniquais. Donc il y a 4 associations qui ont décidé de saisir officiellement le procureur demain d'une plainte pour injure raciale et d'une plainte pour violence à connotation raciale. L'inquiétude que nous avons, c'est que sur les questions de lutte contre le racisme, le parquet de la République en Martinique est extrêmement ambigu, sinon timoré. C'est peut-être une volonté, mais de manière systématique. On fait des contraventions, on refuse d'admettre des délits, et il y a des affaires précédentes qui ont montré que nous nous sommes autant battus contre le parquet que contre les auteurs racistes. Donc l'enjeu de ce dossier, c'est de clairement que la justice soit rendue. On termine cette édition sur une note plus légère. Le camping de Pâques, c'est une tradition bien ancrée en Martinique. Dès le jeudi ou le vendredi, les familles investissent les plages et installent leur campement. Des habitués de longue date, des souvenirs qui se transmettent de génération en génération. Dorian Cayuela est allé à leur rencontre. Comme chaque année, le traditionnel camping de Pâques reste un rendez-vous incontournable. Fêtes, boissons, familles et amis, tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon week-end. À Lens-Meunier, le roi du camping s'appelle Doux. Mais chaque vacances de Pâques, entre amis, on se réunit ici. Des fois, c'est à Lens-Moustique, des fois, c'est un autre lieu. Ça fait 11 ans qu'on fait ça, ce week-end. C'est l'occasion de sortir les tentes. Et puis, on se retrouve entre potes, et puis on délire, on s'amuse avec les enfants, en famille. Beaucoup de musique. Beaucoup de jeux avec les enfants, il y en a qui vont pêcher, on fait à manger. On fait une liste, il y a une cotisation par tête pour les adultes, pour les enfants et on organise tout. Il y a le coin cuisine, il y a l'espace de vie et puis il y a le coin dortoir, ce qu'on appelle le coin dortoir où il y a les tentes. Pour mieux comprendre la logistique derrière tout ça, Doux n'a pas hésité à mener la visite. L'occasion de découvrir concrètement ce que représente 11 ans d'expérience en camping. Alors ici c'est le coin cuisine. C'est la chef à la cuisine, mais tous les jours, on met la main à la pâte, elle cherche des commis et voilà, l'espace cuisine c'est ici. Regardez ce qu'on appelle les fétous. Elle va commencer à préparer tout son truc pour faire leur pâte. Voilà. Et là, par exemple, tu vois, là c'est une douche, ça s'ouvre comme ça. Et là, tu prends ta douche à l'intérieur, tu te changes. Donc voilà, on a les douches solaires. Dani, elle, y vient souvent depuis 10 ans. Ici, elle cherche avant tout une reconnexion avec la nature. C'est tout le sens de son week-end de Pâques. Ça fait depuis longtemps, mais sinon avec mon groupe d'amis, ça fait 10 ans.
qu'on campe ici, qu'on vient chaque année, qu'on se rejoint et qu'on fait tout ce qu'on a à faire. C'est un dépaysement finalement, c'est retour aux sources et vraiment c'est un côté où tu rencontres tes potes, tu rencontres tes amis et puis tu es là, tu profites de la vie parce qu'on a une belle île et il faut savoir en profiter. Tu sors de tes habitudes, de ton confort finalement pour venir finalement à la mer, profiter avec les copains. Entre logistique bien rodée et envie de décrocher, le camping de Pâques tient toujours ses promesses. Et ici, une chose est sûre, on repart fatigué, mais déjà prêt à réserver sa place pour l'année d'après. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Tous nos reportages sont à retrouver sur notre chaîne YouTube et sur atvplus.fr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, passez une excellente soirée sur ATV.